Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Cour suprême valide les résultats du référendum malgré les recours, rejet de l'opposition, chiffres controversés, institutions contestées. Que cache réellement cette décision? Analyse complète dans cette petite vidéo. Famille, je vous recommande vraiment de suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin. La partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vers la fin, je vous mettrai le discours du président de la Cour suprême. Alors, ce vendredi 26 septembre 2025, la Cour suprême de Guinée a officiellement validé les résultats du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 avec un taux de participation annoncé de 91,55% et une victoire écrasante du oui à hauteur de 89,38%. La plus haute juridiction du pays a entériné la version des faits avancés par la Direction générale des élections. Mais cette validation intervient dans un climat politique fortement polarisé, alors que les recours légitimes avaient été introduits par deux formations politiques, à savoir le bloc libéral de Dr Faya Milimolo et le bloc pour l'alternance en Guinée, BAC. Des recours reconnus en la forme rejetés au fond. La subtilité juridique mérite d'être soulignée. En recevant les recours à la forme, la Cour reconnaît que les partis politiques avaient respecté les conditions de recevabilité en revanche en les rejetant au fond. Elle considère qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour remettre en cause la régularité du scrutin. Mais cette décision interroge car les griefs soulevés par les deux partis portaient sur des anomalies graves, notamment des irrégularités dans la distribution des cartes d'électeurs, des suspicions de bourrage dur, l'absence d'observateurs électoraux indépendants, l'usage abusif de moyens de l'État en faveur du oui. Le rejet de ces préoccupations nourrit une méfiance persistante envers l'indépendance de la justice guinéenne, perçue par une frange de l'opinion comme alignée sur les intérêts du pouvoir exécutif de transition. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Hier, je vous ai fait une vidéo concernant le recours, en tout cas, que Dr Faya avait annoncé, mais à ma grande surprise, j'ai vu le nom du BL parce que Dr Faya avait bel et bien dit qu'il n'allait pas du tout faire, ils ne vont pas du tout faire un recours auprès de la Cour suprême parce que selon lui, il ne faisait pas du tout confiance en la justice. Des chiffres largement contestés, voici les résultats validés par la Cour suprême. Électeurs inscrits 6 768 458. Votants 5 951 807, suffrages valablement exprimés 5 746 327, le oui 5 137 950 voix, ce qui donne 89,38%. Le non 610 367 voix, ce qui donne le pourcentage de 10,62%. Le taux de participation officiellement reconnu, 91,55%, semble peu crédible pour plusieurs analyses indépendantes, notamment au vu du boycott actif lancé par de grandes formations politiques, l'UFDG, le RPG, l'ANAD, etc., de l'absence de mobilisation visible dans de nombreuses zones du pays, mais aussi des disparités statistiques inexplicables dans les résultats régionaux. Mais autre chose encore, du mutisme des observateurs internationaux, souvent garants d'une lecture objective du scrutin. Une justice sous influence. En rejetant les recours, la Cour suprême donne l'image d'une institution verrouillée dans un contexte où les libertés politiques sont restreintes, où la contestation est criminalisée. Aussi, les partis d'opposition sont systématiquement marginalisés. Dr Faya Milimolo lui-même, dans ses précédentes interventions, avait déjà
exprimé une profonde défiance à l'égard de la justice guinéenne. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. J'avais fait une vidéo concernant ça. Qu'il juge incapable de garantir un arbitrage impartial. Il n'y a pas de juridiction compétente aujourd'hui en Guinée, disait-il récemment. Ce rejet des recours s'inscrit donc dans un climat de suspicion, renforçant le sentiment que la transition guinéenne est en train de verrouiller le jeu politique à travers des institutions instrumentalisées. Une décision à double tranchant pour la transition. Si le pouvoir en place cherchait une légitimation juridique du référendum, cette décision de la Cour suprême lui donne un habillage légal. Mais politiquement, elle pourrait tout d'abord aggraver les tensions, créer le fossé entre les institutions et les forces politiques majeures, aussi radicaliser certaines positions et peut aussi affaiblir la crédibilité du processus de transition à l'international. La stratégie de validation accélérée en rejetant tout débat de fond risque de se retourner contre le CNRD et ses alliés au moment où la communauté internationale observe de près la trajectoire démocratique guinéenne. Sur le plan juridique, en parlant de la légalité procédurale et légitimité populaire, sur le plan juridique, la Cour suprême a pu respecter la lettre des textes. Mais sur le plan politique et démocratique, la légitimité de cette décision reste profondément contestée. Le rejet des recours sans véritablement instruction contradictoire ni enquête approfondie sur les allégations apparaît comme une occasion manquée pour renouer avec une justice crédible. La question qui se pose désormais est: cette validation suffira-t-elle à atteindre la contestation ou relancera-t-elle une nouvelle phase d'instabilité politique? Voici un peu l'analyse de cette validation du vote référendaire par la Cour suprême. Alors je vous invite à suivre la déclaration du président de la Cour suprême. N'oubliez pas de partager la petite vidéo, elle est très intéressante. Alors on va tous écouter le président de la Cour suprême. Par lettre numéro 1352 MATD en date du 23 septembre 2025, enregistré le même jour au greffe de la Cour suprême à 23h29 sous le numéro 2576, Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a transmis, accompagné des pièces y afférentes, les résultats provisoires du référendum tenu le 21 septembre 2025. Par requête conjointe du 26 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe de la Cour suprême sous le numéro 2592, deux partis politiques, en l'occurrence le bloc libéral, BL, et le bloc pour l'alternance en Guinée, PAG, ont fait un recours aux fins d'annulation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. En la forme, considérant que la Cour suprême, chambre constitutionnelle, a été régulièrement saisie, d'une part, par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, aux fins de validation des résultats provisoires du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et, d'autre part, par les partis politiques, bloc libéral, BL,
et Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, aux fins d'annulation de ce scrutin, qu'il y a lieu de déclarer les deux saisines recevables. 3. Au fond, considérant que l'article 51 de la loi sus-indiquée est libellé en ces termes: les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constituées dans les 72 heures à compter de la proclamation des résultats provisoires par le ministère chargé de l'administration du territoire. La Cour suprême statue dans les 8 jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt par le ministère chargé de l'administration du territoire des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au greffe de la Cour suprême, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel. Considérant que pour obtenir annulation du scrutin en cause, les partis politiques sus-indiqués ont évoqué 6 moyens. 1. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Les requérants soutiennent que cet article consacre le droit d'observation des opérations électorales par les partis politiques à travers le déploiement d'observateurs accrédités. Selon eux, lors d'une réunion de concertation organisée par les responsables de l'administration du territoire, il leur a été rappelé que les partis politiques avaient le droit de suivre et d'évaluer le processus électoral à travers leurs délégués et superviseurs. Ils considèrent que cette réitération équivaut à une accréditation tacite, ce qui justifierait le déploiement direct de leurs observateurs sans accomplir d'autres formalités administratives. Ils affirment que, malgré ce droit, leurs délégués et superviseurs ont été ignorés, puis empêchés de suivre les opérations du scrutin, ce qui constitue selon eux une violation manifeste de la loi et une atteinte à la transparence du vote. Considérant que la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025, en son article 16, garantit certes le droit d'observation électorale, mais elle ne dispense pas les partis politiques des procédures formelles d'accréditation prévues par les tests applicables. Qu'en l'espèce, les deux partis n'apportent aucune preuve qu'ils ont sollicité ou obtenu les badges ou documents officiels d'accréditation auprès de l'organe compétent, ministère de l'administration du territoire. Leur interprétation selon laquelle la réunion de concertation équivaudrait à une accréditation est manifestement erronée, car
une réunion d'information ne saurait suppléer les formalités légales. Considérant que les partis avaient l'obligation de se conformer aux règles de procédure fixées par l'autorité compétente pour accréditer les observateurs, dépôt des listes, fourniture d'identification, retrait de badge. Que leur décision unilatérale de déployer des délégués sans autre formalité constitue une négligence qui ne peut être imputée à l'administration. Par conséquent, l'exclusion de leurs superviseurs était légale car ceux-ci n'avaient pas la qualité reconnue. Qu'en outre, l'article 16 n'a pas été violé puisque la possibilité d'observation existait bel et bien, mais elle était subordonnée au respect des conditions pratiques. Que de même, la violation alléguée résulte uniquement d'une mauvaise interprétation par les parties demandeurs et non d'une entrave de la part des autorités. Que l'accréditation vise à garantir l'égalité et la transparence dans le processus électoral et qu'en admettant que la participation à une simple réunion vaut accréditation, cela créerait une inégalité entre les partis ayant respecté la procédure formelle et ceux qui s'en sont dispensés. Que le rejet de leur superviseur est donc conforme aux principes d'égalité et de sécurité juridique. Qu'à supposer même, pour le seul bénéfice de la discussion, que leurs observateurs n'ont pas pu suivre directement les opérations, les partis politiques requérants ne démontrent pas que cette situation a affecté la régularité du scrutin et les résultats proclamés. Qu'au demeurant, aucun élément concret, procès-verbaux irréguliers, fraude documentée, falsification n'est fourni pour établir que le défaut de supervision a eu une incidence sur la sincérité du vote. En droit électoral, une irrégularité sans incidence sur le résultat ne saurait justifier l'annulation du scrutin. 2. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 19 de la loi L 2025-012 CNT, considérant que le requérant invoque une atteinte au principe d'égalité des opinions, qu'en effet, selon eux, l'article 19 de la loi susvisée confère à la haute autorité de la communication, HAC, la mission de garantir, durant la campagne référendaire, l'égalité de traitement entre toutes les opinions dans les programmes des organes de presse publics et privés. Que contrairement à ce principe, le bloc libéral et le bloc pour l'alternance en Guinée n'auraient bénéficié que de 3 minutes de temps d'antenne, diffusée une fois tous les 2 jours pour défendre leur position. Que le camp favorable à l'adoption de la nouvelle constitution aurait bénéficié chaque jour de l'intervention d'au moins 15 mouvements et partis politiques
appelant à voter oui, ce qui aurait accentué le déséquilibre. Que ce traitement différencié aurait créé une inégalité manifeste entre les partisans du oui et ceux du non, faussant ainsi les conditions de la campagne référendaire et portant atteinte à la sincérité du scrutin. Considérant que, s'il est vrai que l'article 19 de la loi confie à la haute autorité de la communication, HAC, une mission de régulation, il n'en demeure pas moins vrai qu'il n'impose pas une stricte égalité arithmétique de temps d'antenne entre les acteurs, la règle étant celle d'une égalité de traitement dans le cadre des moyens disponibles et non d'une stricte parité horaire. Que le requérant n'apporte pas d'éléments probants établissant que la HAC, haute autorité de la communication, aurait volontairement favorisé le camp du oui au détriment du non. La simple différence de durée ne suffit pas à démontrer une violation du principe d'égalité dès lors que les opposants ont eu un accès effectif aux médias. Qu'au demeurant, le temps d'antenne plus important du camp du oui résulte principalement du nombre élevé de partis et mouvements alignés sur cette position. Dès lors, la haute autorité de la communication, HAC, n'a pas à limiter l'expression de ses acteurs dès lors que chacun agit dans le respect de la loi. Qu'en admettant même une différence de temps d'antenne, le requérant n'établisse pas que ce déséquilibre ait altéré la liberté de choix des électeurs, ni la sincérité du vote. Or, en droit électoral, seule une irrégularité ayant eu une incidence déterminante peut justifier l'annulation. 3. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi L 2025-012 CNT. Considérant que les requérants soutiennent, au terme de l'article 12 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR est chargé de superviser l'ensemble des opérations référendaires dans les circonscriptions électorales, notamment la mise en œuvre du chronogramme, la mise en place du matériel de vote et des documents relatifs au scrutin. Que selon eux, les 11 membres de l'ONASUR n'ont pas été nommés que par décret du 18 septembre 2025, soit seulement 72 heures avant le scrutin, ce qui n'aurait pas permis la mise en place effective des structures de supervision dans les 33 préfectures, les 13 communes de Conakry, ainsi que dans les ambassades et consulats à l'étranger. Qu'en pratique, ce serait le ministère de l'administration du territoire et de la direction générale des élections qui aurait assuré la supervision en déployant leurs propres observateurs en lieu et place de l'ONASUR. Que le président de l'ONASUR aurait, en outre, manqué à son obligation de neutralité en menant une campagne ouverte en faveur du oui, tant sur sa page Facebook
que dans les médias. Et de lors, ces irrégularités cumulées entacheraient la crédibilité et la régularité du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Considérant cependant que la nomination des membres de l'ONASUR intervenue le 18 septembre 2025 ne viole aucune disposition légale imposant un délai spécifique de mise en place de cette institution et que l'argument de tardivité relève d'une appréciation d'opportunité et non de légalité. Que de même, en l'absence d'un déploiement total de l'ONASUR, la supervision a été assurée par les organes légalement compétents, administration du territoire et direction générale des élections, ce qui a garanti la continuité du processus référendaire. Que les allégations relatives au président de l'ONASUR ne sont pas appuyées par des preuves vérifiables et ne sauraient suffire à démontrer une atteinte à la crédibilité du scrutin. Qu'au surplus, les requérants n'apportent aucun élément de fait démontrant que la prétendue carence de l'ONASUR ait entraîné des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin. 4. Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 49 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Considérant que les requérants rappellent que l'article 49 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 dispose que les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote doivent faire l'objet d'une publication officielle par le ministère en charge de l'administration du territoire. Cette publication devant obligatoirement être réalisée en ligne sur le site d'information de ce ministère en mode consultation publique. Que, selon eux, le ministère de l'administration du territoire n'a pas respecté cette exigence en s'abstenant de publier les procès-verbaux du bureau par bureau sur son site internet, ce qui constituerait une violation manifeste de la loi et renforcerait les soupçons de manipulation des résultats. Ils soutiennent que le défaut de publication aurait limité les possibilités de contrôle des partis politiques et des organisations de la société civile, lesquelles ne disposent que de 72 heures après la publication des résultats provisoires pour saisir la Cour suprême. Il estime que, dans un souci de transparence, le ministère devait également publier en ligne des données précises relatives à la distribution et à la récupération des cartes d'électeurs, indicateurs essentiels pour apprécier la crédibilité et la participation effective du scrutin. Considérant que si l'article 49 prévoit la publication officielle des procès-verbaux par le ministère en charge de l'administration du territoire, il n'impose pas que cette publication intervienne exclusivement ni immédiatement sous forme électronique, que la loi garantit la publicité des résultats, mais laisse au ministère le soin d'en déterminer les modalités techniques. Qu'en outre, les requérants n'établissent pas que le procès-verbaux n'ait pas été rendu possible par d'autres moyens officiels, affichage, transmission aux représentants des partis politiques, diffusion dans les circonscriptions. Qu'en l'absence
que l'absence alléguée de mise en ligne ne saurait en elle-même caractériser une violation substantielle de la loi. Que le délai de 72 heures pour saisir la Cour suprême court à compter de la publication officielle des résultats provisoires et non de la mise en ligne des procès-verbaux, et que l'argument tiré d'une prétendue limitation du droit du recours est donc inopérant. Qu'aux surprises, les requérants n'apportent aucun élément démontrant que le défaut de publication en ligne des procès-verbaux aurait eu une incidence déterminante sur la régularité ou la sincérité du vote, et que l'allégation de manipulation des données demeure hypothétique et ne repose sur aucun fait vérifié. 5. Sur le 5e moyen tiré de la violation de l'article 50 de la loi ordinaire relative à la proclamation des résultats provisoires, les requérants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 50 de la dite loi, les résultats provisoires du référendum doivent être proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire dans un délai de 3 jours suivant la réception du dernier procès verbal de centralisation de vote, étant entendu que la transmission de ces procès-verbaux, le ministre chargé de l'administration du territoire, dans un délai de 3 jours suivant la réception du dernier procès verbal de centralisation de vote, étant entendu que la transmission de ces procès-verbaux ne saurait excéder 7 jours. Ils font valoir qu'en l'espèce, les résultats proclamés auraient entaché d'irrégularités manifestes et substantielles, tenant notamment au refus d'intégrer dans le décompte officiel les résultats de certains bureaux de vote. En effet, il ressort des propres déclarations du ministre que sur un total de 23 662 bureaux de vote, seuls 22 681 ont été pris en considération, soit un déficit de 981 bureaux écartés du calcul final. Considérant d'une part, au terme de l'article 50 de la loi ordinaire susvisée, les résultats provisoires du référendum sont proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire dans les 3 jours suivant la date de réception du dernier procès verbal de centralisation du vote. La transmission des procès-verbaux devant, en tout état de cause, intervenir dans un délai maximum de 7 jours. Que, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément de preuve permettant d'établir que ces délais légaux n'auraient pas été respectés par l'autorité compétente lors de la proclamation querellée. En ce qui concerne l'écart relevé entre le nombre total de bureaux de vote ouverts, 23 662, et le nombre des bureaux effectivement pris en compte dans la centralisation, 22 681, il ressort des explications fournies que cette différence procède non d'un manquement aux prescriptions de l'article 50, mais de l'impossibilité matérielle d'intégrer certains procès-verbaux à raison de leur absence, de leur nullité ou de leur irrégularité manifeste, sans que les requérants ne démontrent en quoi cette exclusion aurait altéré la régularité générale de la sincérité du scrutin. Qu'ainsi, les griefs articulés au titre
de la violation de l'article 50 de la loi précitée ne saurait prospérer, faute de fondement en fait comme en droit. 6. Sur le sixième moyen tiré de la violation de l'article 53 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025. Considérant que les requérants font valoir que l'article 53 de la loi ordinaire L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 interdit formellement l'utilisation des fonds, moyens et ressources publiques dans le cadre des campagnes électorales ou référendaires. Qu'en dépit de cette interdiction, plusieurs ministres de la République et hauts fonctionnaires auraient pris part à des mouvements de soutien en qualité de parrain, participant ainsi activement aux campagnes organisées à travers le pays. Que ces autorités auraient mis à disposition des véhicules de service, financé directement certaines manifestations et procédé à des distributions d'argent ou de t-shirts afin de mobiliser des foules en faveur de lui. Que des fonds publics auraient servi à offrir des véhicules à des artistes, notables et autres personnalités, et à rétribuer des personnes se livrant à des campagnes de propagande. Que plusieurs administrations publiques auraient même interrompu leur fonctionnement normal pour participer à la campagne référendaire. Situation qui a conduit le gouvernement à publier le 11 septembre 2025 un communiqué invitant certains fonctionnaires à regagner immédiatement leur poste. Que les requérants, en déduisant que ces pratiques constituent une violation manifeste de l'article 53 précité et entachent la régularité de la sincérité du scrutin référendaire. Considérant cependant que l'article 53 vise à prohiber l'utilisation directe des ressources publiques à des fins de propagande, mais il ne saurait être interprété comme interdisant la participation individuelle de personnalités publiques à des activités politiques, dès lors qu'elles agissent dans le cadre de leur liberté d'opinion. Que les requérants ne produisent aucun élément concret et vérifiable établissant que des fonds publics ont effectivement été détournés pour financer des campagnes et que les allégations relatives à la distribution d'argent, de véhicules ou de t-shirts reposent sur des affirmations générales et non sur des faits établis. Que le communiqué officiel du 11 septembre 2025 rappelant aux fonctionnaires leur obligation de rejoindre leur poste démontre que le gouvernement a pris des dispositions pour prévenir toute dérive et que l'existence d'un tel rappel témoigne de la vigilance de l'administration et non d'une volonté de violer la loi. Qu'à supposer même que des irrégularités aient pu se produire ponctuellement, les requérants n'établissent pas que celle-ci ait eu une ampleur ou une gravité telle qu'elle ait altéré la sincérité du vote au niveau national. Considérant qu'au demeurant, il est acquis, à l'issue de l'examen des pièces, qu'aucune anomalie n'a été constatée dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote, que cet état de fait est confirmé par les différents rapports des observateurs, des superviseurs désignés par la Cour suprême
et celui de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum, ONASUR, du 24 septembre 2025, qu'il n'a été rapporté aucune irrégularité votant 5 951 807. Taux de participation 86,42%. Bulletin nul 205 480. Suffrage valablement exprimé 5 746 327, soit 96,55%. Oui, 5 135 951, soit 89,38%. Non, 610 376, soit 10,62%. Il convient en conséquence de déclarer définitifs les résultats provisoires proclamés par le ministre chargé de l'administration du territoire. Par ce motif, statuant publiquement en matière constitutionnelle, en premier et dernier ressort. Article 1er. En la forme, déclare recevable la requête présentée par les partis politiques, Bloc libéral et Bloc pour l'alternance en Guinée. Article 2. Au fond, rejette cette requête comme non fondée. Article 3. Proclame les résultats définitifs du référendum du 21 septembre 2025 sur le projet de constitution soumis au peuple guinéen, qui a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits 6 768 458. Votants 5 951 807. Suffrages exprimés 5 746 327, soit 96,55%. Taux de participation 86,42%. Vote en faveur de oui 5 135 951, soit 89,38%. Vote en faveur de non 610 376, soit 10,62%. Article 4. Ordonne que le présent arrêt soit notifié aux plus hautes autorités de l'État et publié sans délai au journal officiel de la République de Guinée. Ainsi fait, jugé les jours, mois et ans que de ceci. Ont signé le premier président, que je suis Fodé Bangoura, la conseillère rapporteuse, Madame Mariama Doumbouya, le chef de grève, M. Honoré Loa.